Vous êtes à Koyama, nous sommes à 120 km de la préfecture de Macenta, c'est en Guinée forestière, ou encore à Dile, Moromi, Darudonde, nous sommes cette fois-ci dans la préfecture de Koubia en moyenne Guinée. Merci de votre fidélité à la radio parlementaire, la 107.5 FM, mais également à Parlement TV. Nous sommes encore ensemble pour 90 minutes de débats enrichissants, j'ai envie de dire même des échanges très passionnants. Parce que vous avez donc une équipe très dévouée qui ne ménage aucun effort pour vous servir en toute responsabilité dans cette émission autour de la transition. Au menu de cet autre numéro, ce dernier de la semaine d'ailleurs, nous parlerons des travaux d'examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Membres du gouvernement, responsables de régie financière et donc des institutions républicaines défilent devant les honorables conseillers nationaux pour présenter et défendre leur budget sectoriel. Nous reviendrons aussi sur la poursuite des discussions autour des lois organiques, notamment celle relative à la Cour des comptes, une institution essentielle pour le contrôle de la gestion publique et de la reddition des comptes, qu'elle a justement pour renforcer son indépendance et son efficacité, élément à suivre également dans cette émission. Et puis c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent, la candidature du général Mamadi Doumbouya continue de faire vibrer le pays dans plusieurs préfectures. Donc les scènes de liesse populaire se multiplient, traduisant ainsi l'espoir et la ferveur d'une partie donc de la population, dans sa majorité d'ailleurs, qui voit en lui un symbole de stabilité et de continuité de l'État. Mais au-delà justement de l'émotion se pose également une question essentielle, quels sont les enjeux, les défis et les perspectives pour garantir un scrutin apaisé, inclusif et crédible le 28 décembre prochain? Comment consolider justement la paix sociale dans un climat politique en pleine effervescence? Débat à suivre également dans cette émission, et si le temps nous le permet bien sûr, c'est la question aussi dans cette émission de la problématique de l'insalubrité dans la capitale Conakry, alors que la capitale peine à se débarrasser de ses ordures. Voilà, donc ces femmes balayeuses sont souvent donc invisibles, j'allais dire, mais indispensables, s'activent chaque jour pour redonner à la capitale toute la propriété possible. Quelle est justement leur place dans la politique d'assainissement de la capitale? On en parle dans cet autre numéro de votre émission, et comme d'habitude vous avez l'opportunité d'interagir avec nous en nous écrivant sur ce numéro WhatsApp, le 622 12 92 41, 622 12 92 41, pour interagir avec nous dans cet autre numéro de votre émission autour de la transition. Nous avons déjà nos chroniqueurs autour de ce plateau. Je commence toujours par le consultant permanent, Bella Kamano. Bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de la radio parlementaire, aux téléspectateurs de Parlement TV, mais aussi à tous ceux qui nous pratiquent à partir de nos canaux digitaux. Très bien. Nous avons également sur ce plateau Sonike Diané. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour au peuple de Guinée. Que Dieu bénisse notre pays. Et aussi bonjour à nos techniciens qui grâce à eux nous paraissons tous les jours. Tout à fait. Et on parle moins d'eux souvent dans les antennes. Tout à fait. Bonjour à eux aussi. Bonjour à Kawas également. Ah oui, bonjour à Kawas. Très bien. Sans oublier Doko. Tout à Doko fait. aussi. Mohamed Bari, bonjour et bienvenue. Bonjour Boubacar Koïla Diallo, bonjour à nos millions d'auditeurs sur la radio parlementaire. On n'oublie pas ces aimables téléspectateurs qui nous suivent sur Parlement TV, également nos fans qui restent accrochés sur nos différents canaux de communication. C'est un plaisir pour nous de les savoir nombreux à nous suivre dans cette émission, mais aussi un honneur et une responsabilité immense pour nous de servir notre pays en cette période charnière de son histoire qui consiste également à la refondation et au repositionnement de la Guinée dans le concert des nations. Tout à fait. Oui, Mohamed Bari, je reste avec vous. À peine installé, le collège multidisciplinaire donc, de médecins assermentés a déjà commencé son travail. Ah oui, il faut dire quand même, ils ont été installés pas 24 heures notamment, parce que hier, normalement, ils ont débuté les travaux pour statuer également sur la situation sanitaire et mentale des candidats à l'élection présidentielle. Il faut dire quand même que c'est une sorte de phase déterminante, parce que il faut de l'aval, il faut que le collège médical puisse donner son aval à la Cour suprême, qui tiendra compte également de ces rapports-là pour procéder à la publication de la liste officielle des candidats retenus pour l'élection présidentielle. Alors, il faut dire quand même que c'est un travail qui a tout son sens, parce qu'ils sont appelés non seulement à travailler avec rigueur et professionnalisme, et voilà, parce que c'est eux seulement qui peuvent également déterminer
notamment la vérité sur, pourquoi pas, la santé physique et mentale de ceux qui sont appelés à être candidats à l'élection présidentielle, parce que le travail est déterminant, parce que tout simplement, il faut que nous disposions des candidats parmi lesquels on aura un président de la République qui doit être notamment en mesure de lucidité, qui doit être en bonne santé physique et mentale, parce que il faut éviter au pays qu'on puisse avoir également un président sorti de ces élections qui n'est pas en bonne santé en termes également d'aptitude, parce que vous le savez que le pouvoir use, et un président qui n'est pas en bonne santé, ça laisse l'opportunité à toutes sortes également de création d'un certain clanisme autour du président, parce que chacun va chercher également à avoir une place dans le cœur du président. Donc cette guerre déclenchée autour du président de la République, s'il n'est pas quelqu'un qui le suit, n'est pas bon. Et l'autre chose, l'impact qu'un président qui n'est pas en bonne aptitude de santé physique et mentale gouverne un pays, c'est un peu, il y aura moins de rigueur dans le contrôle et le suivi de l'action gouvernementale. Un président qui ne peut pas prendre par exemple les routes du pays, il ne pourra pas forcément avoir le pouls de la situation en termes de gestion. Et puis l'autre chose également qu'il faut éviter, il faut éviter que nous ayons un président de la République qui est chef d'État, mais malheureusement que la télécommande de la gestion de l'État soit détenue par le parti politique ou par son entourage ou parfois même par sa famille. Éviter qu'on ait quand même des présidents, un président marionnette. Malheureusement, la Guinée en a connu dans son temps. Et je pense que ce collège médical a quand même le sens de la responsabilité qu'ils ont, parce que la vérité médicale doit déterminer véritablement la vérité de la République. Donc je pense qu'ils auront plus de discernement dans l'examen de ces dossiers médicaux. Et surtout cette promptitude au niveau de ce collège multidisciplinaire qui déjà a commencé à travailler. Et Bella Kamoni, il faut rappeler quand même que le rapport de ce collège multidisciplinaire fait partie des pièces à conviction pour permettre de consolider en tout cas l'arrêt qui va être rendu par la Cour suprême, parce que le bulletin de santé fait partie également des éléments qui vont être soumis donc à l'examen au niveau de la Cour suprême. Et en dehors de ce collège multidisciplinaire, il y a aussi la question de la caution. Et selon le code électoral, voilà, donc les candidats ont en tout cas jusqu'à demain vendredi, parce que ils ont 5 jours pratiquement après le dépôt de la candidature, 5 jours pour déposer, n'est-ce pas, la caution. Et puisque 50 jours, vendredi déjà, nous serons à moins de 50 jours de l'élection présidentielle. Donc le délai est édicté dans le code électoral, doit être respecté par les candidats. Oui, tu fais bien de rappeler que l'état de santé physique et mentale qui fera l'objet du rapport fait partie donc des pièces à joindre donc au dossier des candidatures de tous ceux qui ont pu quand même oser cette fois-ci postuler pour briguer la magistrature suprême. Ça fait partie, exactement, puisque on ne se limitera pas seulement à l'extrait de date de naissance ou au PV de la convention ou au casier judiciaire. Il faut quand même que la Cour suprême sache effectivement si ceux qui ont postulé sont en très bonne santé, s'ils sont donc sur le plan sanitaire aptes à diriger ce pays. Donc pour le savoir, il va forcément falloir que ces candidats se prêtent à cet exercice auprès donc de cette commission ad hoc ou le collège multidisciplinaire de ces médecins. C'est tout à fait normal. Il a rappelé les raisons donc qui poussent le législateur à imposer cela aux différents candidats. Je ne vais pas donc revenir sur ce qu'il a dit déjà avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup de brio d'ailleurs. Alors pour la caution, aujourd'hui la caution aussi fait partie disons des conditions de recevabilité donc, des dossiers de candidature auprès donc, de la Cour suprême. Les cautions, pour moi, nous l'avons déjà dit sur ce même plateau, les cautions doivent être justement ce facteur-là qui puisse permettre à la Cour suprême de savoir, et même au peuple de Guinée de savoir que celui qui postule, celui qui candidate pour briguer la magistrature suprême de notre pays est au moins à l'abri du besoin. Tout à fait. Et pour le prouver, le lieu, le moment le mieux indiqué est déjà défini par la loi.
Il suffit simplement de prendre vos 900 millions, vous vous rendez au trésor public, vous faites le dépôt, le trésor public vous délivre un reçu, c'est ce reçu qui est joint finalement au dossier des candidatures. Ça fait donc partie des dossiers des candidatures, des pièces à joindre plutôt au dossier des candidatures. Mais je crois savoir qu'à date, beaucoup ont déjà déposé donc leur dossier de candidature et déposé leur caution. J'ai vu sur les réseaux sociaux des candidats qui quand même se sont permis de partager exhiber le récépissé, justement l'image donc de ces récépissés, de ces reçus, de ces reçus, parce que ce sont des reçus, c'est des paiements qui sont faits au trésor public et le trésor public en contrepartie les délivre un reçu. Alors ces reçus font quand même... Je crois avoir vu pourtant dans le code électoral, on parle de récépissé, hein? Justement. Non, en réalité c'est un reçu. L'un dans l'autre, ce sont des pièces en réalité c'est un reçu qui attestent que Paul ou Pierre a déposé quelque chose. Voilà, de toutes les façons, bon, c'est un montant qu'on dépose. En contrepartie, on a droit quand même à un reçu. Tout à fait. Voilà, qui atteste effectivement que vous avez fait le dépôt. Alors pour moi, que ce soit le récépissé maintenant ou le reçu, je considère que c'est un document qui atteste que le candidat a fait le dépôt des deux. C'est quand même acquitté de la caution. Alors aujourd'hui, je disais que beaucoup ont déposé. Il y en a par contre qui pensent que la caution, pour le moment, n'est pas un élément fondamental. Il suffit simplement de monter le dossier. J'en connais beaucoup qui veulent faire qui veulent exister, qui veulent faire de la communication politique. Profiter d'un buzz quelque part. Pour eux, ce montant a été fixé juste pour les empêcher de se présenter. Alors, à ce stade, ils préfèrent forcer la situation. Ils montent le dossier sans le reçu, ils vont à la Cour suprême déposer. Et comme d'ailleurs, nous avons vu un autre candidat qui est venu au-delà des heures, au-delà des heures de travail, qui est venu pour déposer. Alors, ça fait partie aussi de la démocratie. C'est ce qui d'ailleurs contribue au charme de la démocratie, à la beauté de la démocratie ailleurs, tout comme chez nous ici. Alors pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est quand même de voir tous ces candidats-là être en règle. Puisqu'il faut le dire aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent, il ne suffit pas d'aller déposer le dossier simplement à la Cour suprême pour considérer dorénavant que vous êtes d'office candidat. Il faut attendre que la Cour suprême examine les dossiers sur la base aussi du rapport du collège des médecins. Très bien. Merci. Et puis publie enfin la liste des candidats. C'est cette liste-là qui sera définitivement considérée comme liste des candidats à l'élection présidentielle. Tout à fait. On attend de voir la suite parce que après tout ce processus, il reviendra donc à la Cour suprême, qui est la juridiction en tout cas spécialisée dans bien sûr la publication des résultats de ces candidats qui vont être retenus au compte de cette course présidentielle du 28 décembre prochain. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans cette émission. Mais en attendant, nous venons au Parlement où les honorables conseillers nationaux continuent les travaux d'examen du projet de loi de finances rectificative exercice 2025. Hier déjà, nous avons assisté à une intercommission sur le volet recettes de ce projet de loi de finances rectificative 2025. Nous allons suivre ce reportage rapidement et on se retrouve pour la suite de cette émission. Présenté en plénière le vendredi dernier, le projet de loi de finances rectificative 2025 fait l'objet d'intenses débats dans les commissions permanentes du CNT. C'est le cas de la commission plan, affaires financières et contrôle budgétaire. Les responsables des régies financières de l'État démontrent, argument à l'appui, les résultats du travail ardu effectué à leur niveau pour la mobilisation des recettes. Pour l'année 2025, nos régies ont été extrêmement performantes. Les recettes, c'est 22% des recettes initialement prévues. Cette séance présidée par l'honorable Hamidou Kamara permet aux honorables conseillers nationaux d'exercer de plein droit le contrôle budgétaire. Une panoplie de questions a été soumise aux responsables des régies pour aider l'État à mobiliser plus de recettes. Avec la dette, il s'agissait de nous rassurer de la fiabilité des mécanismes de financement prévus dans le budget pour le financement du déficit budgétaire. Avec les différentes régies, il s'agissait de nous rassurer de la sûreté que les régies ont en termes de projection des recettes. Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été surévaluées? Est-ce qu'il y a certaines lignes qui ont été sous-estimées?
Donc c'est ce travail que nous allons faire sur les questions de recettes minières, sur les questions de dividendes, sur le recouvrement des restes à recouvrer et plusieurs autres types de recettes. Selon le programme, le CNT dispose de 12 jours à compter de la date de présentation du projet de loi de finances rectificative pour clôturer les travaux. Cette année, le projet de loi de finances rectificative est marqué par une mobilisation exceptionnelle des recettes de l'État de l'ordre de 7 800 milliards de francs guinéens par rapport à la loi de finances initiale à la date du 30 septembre 2025. Merci à Abdallah Baldé donc, qui est revenu sur les temps forts de ses travaux en commission au niveau de la commission finances du Parlement, tout en rappelant hier quand même qu'il y a eu une intercommission que Abdallah a eu à couvrir. Certainement on aura cet élément en illustration dans cette émission, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est une des étapes clés de ce processus d'examen, Mohamed Bari, du projet de loi de finances rectificative exercice 2025, parce que déjà nous est prévu pour l'examen et l'adoption de ce volet recettes au niveau de la plénière, donc au niveau du CNT. Ensuite suivra l'autre aussi volet donc dépenses, et après il y aura donc le vote du rapport général. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que la loi de finances est le seul texte au Parlement qui est voté 3 fois par le Parlement pour qu'il soit donc adopté au bénéfice du peuple de Guinée. Oui, je pense que ça se démontre à suffisance le travail, la rigueur et la responsabilité dans laquelle également brillent les conseillers nationaux en ce qui concerne également ces textes qui concernent la vie de la nation, parce qu'il parle également de loi de finances rectificative, parle voilà, les dépenses prévues également pour l'État. Donc il faudrait quand même faire la précision, il y avait déjà une loi initiale, donc l'État, vu une nouvelle configuration, donc il faut ajuster également cette loi de finances initiale également en faisant référence au nouveau contexte économique du pays. Donc ça quand même c'est une sorte de notification qu'il faut apporter, parce que voilà, il y a eu beaucoup de travaux, et hier vous l'avez rappelé, il y a eu quand même aussi voilà, intercommission autour également de ces travaux, parce que l'idée c'est de ne pas faire une sorte d'augmentation abusive, parce que les gens au départ, on avait quand même beaucoup estimé que puisque les conseils nationaux sont des nommés au niveau du Conseil national de la transition, donc certains pouvaient estimer que voilà, ça allait être une sorte de passoire, tout ce qui venait voilà, du gouvernement pouvait passer lettre à la poste, en oubliant que les conseils nationaux sont animés d'une responsabilité immense, parce que tout simplement c'est que on a la chance d'avoir un chef d'État qui met la différence entre c'est le rôle des institutions, dont il n'y a pas d'immixtion fait par l'État également sur le travail du Parlement, qui est le CNT, et le Conseil national de la transition sous le leadership de son président fait de cette responsabilité-là dans la rigueur, en allant au bout des travaux, parce que parfois les conseils nationaux sont obligés de rester jusqu'à 3h, 4h du matin. Maintenant, parlant de ce document, il y a quand même un fait nouveau, parce que quand on parle de 7 000 milliards, voilà, si je me trompe de chiffres, en termes d'augmentation des recettes de l'État, c'est la preuve à suffisance qu'aujourd'hui, la politique de moralisation de la gestion, notamment des réseaux publics, est en train de porter des résultats. C'est vrai que les gens vont me dire qu'à chaque fois, et pourtant, on assiste également à l'arrestation de tel ou tel directeur qui serait impliqué dans des malversations, sauf que dans un passé récent de la Guinée, quand on parlait de corruption, c'est l'État qui prenait position pour les incriminer ou les présumer, notamment des bons voleurs de l'État, mais aujourd'hui détourneurs de l'État. Non, bon, quand on détourne, c'est que on est voleur de l'État. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a deux faits nouveaux. Premièrement, la création de la CRIEF est un acte de volonté politique affiché par les autorités de la transition pour faire en sorte quand même qu'on puisse moraliser la gestion, notamment de l'État. Et deuxièmement, c'est que toute personne qui sont pressentis ou incriminés dans le détournement sont de facto interpellés et saisis également par la justice. Donc du coup aujourd'hui il y a quand même une certaine réflexe dans la gestion de l'État, et c'est que prouve à suffisance aujourd'hui par le rehaussement notamment de la recette de l'État. Cela prouve que la Guinée aujourd'hui peut compter sur elle-même parfois dans la réalisation de certain nombre de projets, parce que le budget national est également renfloué dans la responsabilité avec la transparence. Donc du coup ça fait que la Guinée va tendre moins la main voilà,
du côté des partenaires, parce qu'un don ou un crédit a toujours également des clauses qu'il faut respecter. Donc je pense qu'il faut quand même apprécier cette moralisation de la gestion des résidus publics de l'État, et je pense que c'est en train quand même d'apporter également beaucoup de fruits. Mais n'oubliez pas également que le Conseil national de la transition a toujours fait des recommandations au niveau de l'État pour dans la détection également des nouvelles niches également des recettes qui parfois pour remplir les caisses de l'État. Et je pense que le travail continue au niveau du CNT, parce que c'est 2 semaines d'affilée de travail. Donc ça prouve à suffisance que le Conseil national de la transition, parfois, comme c'est sa devise, rigueur, responsabilité, et je pense que c'est fait avec beaucoup plus notamment de cadence aujourd'hui. Tout à fait, parce que c'est important de faire ces précisions. Il y a eu des réformes qui ont été opérées au sein donc des régies financières pour davantage sécuriser les recettes de l'État. La digitalisation aujourd'hui commence à payer, parce qu'aujourd'hui la liquidité tend à disparaître dans les transactions, dans le paiement des taxes, et tout cela concourt bien sûr à renflouer davantage les caisses de l'État. Quand vous prenez par exemple la Direction générale des impôts, qui naturellement à travers sa directrice compte mobiliser 2000 milliards d'ici la fin de cette année, au regard déjà des performances qui ont été enregistrées au cours de l'exercice de avec ce positionnement de la Guinée, le plus. Tout à fait. Donc il y a assez quand même de réformes aujourd'hui qui concourent à moraliser la gestion et qui permettent ces réformes donc de permettre à la Guinée de faire face aux enjeux de développement, parce que ces recettes mobilisées, c'est pour financer le développement. Effectivement, c'est toute la bonne volonté. Depuis que le CNRD quand même est arrivé au pouvoir, la prise de pouvoir par le CNRD, il y a une responsabilité quand même, il y a un enjeu de taille, moraliser les finances publiques, les budgets publics. Et ça, nous tous, nous le sentons. La preuve, il y a les institutions judiciaires qui ont été créées. Il y a des outils aussi de la gendarmerie et tout ça qui existent. De la police qui existe déjà dans le contrôle et tout ça. Il y a aussi, je crois, une autre structure, une institution aussi qui existe, qui est en charge certif. Donc il y a tout un mécanisme qui est fait de sorte que vraiment il est... Pour minimiser les détournements. Voilà, pour minimiser les détournements, parce que face au détournement, l'humain est très intelligent quand il s'agit de voler, de détourner. Et donc l'État fait un effort aujourd'hui avec la digitalisation, avec aussi une pression judiciaire, et chacun est interpellé. Et ce qui est séduisant, c'est qu'on a vu des ministres de la République actuels qui ont été interpellés par la justice. Ça, c'est déjà un acte politique très fort dans la moralisation. Et beaucoup de cadres aujourd'hui sont interpellés souvent sur des trucs. C'est aussi ça, le contrôle. Parce que la force de l'État, c'est aussi le contrôle. C'est aussi le contrôle. Il faut que les gens sachent que c'est des biens publics. C'est sacré. Il y a une sacralité derrière ça. Et qu'on ne doit pas s'amuser avec ça. Ces sous-là sont faits pour le développement de la Guinée, pour construire des écoles, pour améliorer la qualité de vie des gens, pour payer les fonctionnaires, pour le développement du pays. Si des individus puissent prendre ça pour s'enrichir et malheureusement en faire autre chose, moi je pense que c'est pas bien. Et c'est cet effort que l'État guinéen est en train de faire avec l'ère du CNRD. Déjà, il faut en remercier. Et aujourd'hui, ici, on parle de la LFI, LFR. Ça veut dire qu'effectivement, d'autres ambitions. L'État vient corriger et adopter le nouveau, comme on appelle... Le budget réactualisé. Voilà, à la situation actuelle. Effectivement. Parce qu'on a des élections aujourd'hui, on a tout ça. On a eu, comme on appelle, à un moment donné, des situations qui ont dû influencer l'État à faire ce travail. Et donc, c'est vraiment une belle combinaison entre les institutions de la République, entre le CNT et le gouvernement. C'est un travail qui va être fait dans une dynamique de pouvoir corriger et d'adapter notre budget à la situation réelle qui se présente à nous aujourd'hui. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a une mobilisation importante. Déjà, on est déjà à 7 milliards, 800 milliards de recettes. 7 000 milliards. 800 déjà. De plus, quoi. De plus. Donc, vraiment, bravo au gouvernement. On va les demander de faire plus parce que la Guinée attend plus que ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Oui, Bella Kabano, qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de commentaires par rapport à ce qui a été déjà dit? Bon, tout ce qu'on peut ajouter, c'est quand même de rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que le CNT est en train de jouer son rôle, qui est celui non seulement de voter les lois, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale. À travers donc cette loi rectificative que nous avons définie hier comme cette loi qui permet justement au gouvernement et au CNT à la fois d'ajuster non seulement les dépenses ou de les réestimer, mais aussi de revoir comment
il faut rehausser les recettes de l'État. Alors, de manière très objective, cette période consiste pour le gouvernement et pour le CNT à ajuster le budget, à répondre aux questions conjoncturelles, mais aussi à réorienter les caps politiques. Réorienter les caps politiques. Il peut arriver par exemple que la conjoncture qui se présente à nous soit une conjoncture complexe ou difficile. Alors, si c'est le cas, à travers donc cette loi rectificative des finances, le gouvernement et le CNT sont obligés de prendre des dispositions allant dans le sens, par exemple, d'augmenter les recettes pour permettre à l'État de faire face aux politiques publiques conjoncturelles qui se présentent à nous si elles sont difficiles. Alors, c'est de ça qu'il est question. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la moralisation de la chose publique, il faut quand même tirer le chapeau au CNRD et particulièrement au président Mamadi Doumbouya, qui ne lésine pas sur les moyens coercitifs, qui ne lésine pas sur les moyens judiciaires, pour ne pas quand même que nous retombions dans ce que nous avons appelé l'impunité sempiternelle dans notre pays. Il l'a rappelé, nous avons connu des régimes ici qui prenaient part, fait et cause pour des présumés détourneurs de deniers publics, des personnes soupçonnées, des présumés prédateurs de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il a dit et redit à chaque occasion que ma main ne tremblera point. Effectivement, il a martelé, on va dire. Et à aucun moment, sa main n'a tremblé lorsqu'il s'est agi, par exemple, de mater tous ceux qui se sont permis ou tous ceux qui ont osé quand même prendre ne serait-ce qu'une infime partie du denier public. Même ceux qui sont proches de lui, il a toujours dit, il a martelé, même si vous êtes de ma famille, si vous vous trompez pour aller dans le sens de détourner le bien public, ma main ne tremblera pas. Il est toujours en train quand même de respecter quand même cet engagement qu'il a pris. La CRIEF a été une volonté matérialisée donc à travers sa mise en place. Il y a beaucoup d'autres institutions. Mais depuis quand même qu'il est au pouvoir, nous constatons que son engagement est très cohérent avec la politique, en tout cas contre l'impunité qui a été mise en place. À chaque fois qu'un directeur national a été soupçonné, même si c'est la presse qui lève le lièvre, simplement lever le lièvre pour dire dans ce département il y a parfum de détournement, automatiquement c'est la gendarmerie qui est en charge qui se saisit et après vous êtes automatiquement déféré devant la justice. C'est quand même une volonté aujourd'hui qui est très manifeste, qui est matérielle, qui est concrète dans notre pays. C'est un autre volet quand même de son bilan qu'il faut saluer. Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu alors que, à mon avis, c'est le plus important élément de son bilan. Puisque l'impunité contre les prédateurs, à l'époque, on ne se rendait pas compte que ça nous empêchait quand même d'avoir des routes. Ça nous empêchait d'avoir des écoles. Ça nous empêchait d'avoir des hôpitaux. Ça nous empêchait quand même de développer ce pays. Aujourd'hui, on se rend petit à petit compte que la lutte contre l'impunité, si elle réussit, cette lutte-là réussit, nous sommes à mesure quand même d'autofinancer notre développement à l'interne. D'accord. Merci Bella Kamano. Vous voulez ajouter Je voudrais rappeler que un doyen m'a dit que le président Ahmed Sékou Touré, quand souvent ses amis ou bien ses frères venaient le voir pour un bien de l'État, il disait c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde. Et c'est sacré, on doit le protéger. Ah oui, ça, la sacralité du bien public. Ça anime, comme on l'a dit, le CNRD s'inspire du passé. Voilà. La moralisation, donc la gestion de la chose publique, c'est important. On en parlera bien sûr tout à l'heure dans la seconde partie de cette émission. Nous restons toujours dans les couloirs du Parlement pour parler justement de cet exercice d'examen des lois organiques voilà, au niveau du Parlement. Déjà, il y a ces différentes lois qui sont en train d'être étudiées par les parlementaires. Celle qui nous intéresse ce matin, c'est celle bien sûr relative à la Cour des comptes. Nous allons vous proposer ce reportage signé Amadou Ouri Diallo qui revient sur les temps forts d'une séance de travail tenue hier ici au CNT. Composée de 155 articles, cette loi organique redéfinit les missions et le fonctionnement de la Cour des comptes. L'objectif de sa relecture est de renforcer l'efficacité de l'institution et garantir une justice plus transparente
et plus conforme aux exigences de l'état de droit. Il est question pour nous d'examiner les forces et faiblesses de l'ancienne loi qui existait donc avant l'adoption de la Constitution, de voir les insuffisances dans les procédures au niveau de la Cour des comptes pour pouvoir vraiment faire une loi qui tient compte de l'esprit et la lettre de la Constitution. La présente loi organique vise à créer une nouvelle architecture pour la Cour des comptes. Elle permet de doter cette institution d'une loi organique qui lui confère une indépendance et une redevabilité dans l'accomplissement de ses missions, comme par exemple assister le Parlement dans l'élaboration du rapport avant l'adoption de la loi de règlement, juger les comptables publics en cas de détournement avéré. Dieu merci, le dialogue se passe très bien. Ils nous écoutent, on se complète et nous comprenons leur approche technique liée au guide qu'ils ont ici, si vous voulez, le guide logistique. Nous y accrochons, nous comprenons très bien. Pour le moment, les débats se passent très bien. La loi organique sur la Cour des comptes va statuer sur les comptes des entreprises publiques et parapubliques, des organismes et institutions bénéficiant du concours financier de l'État, y compris ceux soumis à un régime dérogatoire. Justement, voilà, donc merci à Amadou Ouri Diallo pour ces détails apportés bien sûr par rapport à cette activité relative à l'examen de ces lois organiques, notamment celles relatives à la Cour des comptes. Il faut rappeler, Mohamed Bari, la Cour des comptes fait partie des institutions juridictionnelles contenues dans la nouvelle constitution, et voilà donc le mode opératoire de l'exercice justement de cette institution, elle existait déjà, il faut le rappeler, mais il y a des innovations qui ont été apportées dans son mode de fonctionnement et peut-être même dans son champ d'action, et c'est de ces innovations qu'il est question lors de ces études en commission. Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler la portée historique de ces travaux, en parlant également de ces lois organiques, parce qu'il faut le rappeler, le Conseil national de la transition, sous le magistère de son président, honorable Dr Dansa Kourouma, en plus d'avoir également proposé un processus historique en termes d'élaboration de projet de la nouvelle constitution, et qui se veut également participatif et inclusif, le CNT, dans l'histoire institutionnelle de la Guinée en termes de parlement, est en train d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la Guinée, parce que tout simplement jamais dans l'histoire de ce pays-là on a connu assez de transition, mais jamais il a été question de livrer une constitution avec notamment ces lois organiques. Donc ça, c'est une première dans l'histoire du parlement guinéen, ça qu'il faut notifier. Deuxièmement, ces travaux-là, on a évoqué un autre aspect plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée dispose, à travers également le président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, qui est animé d'une vision carrément innovatrice, notamment d'un guide légistique. Et aujourd'hui, le travail est de faire en sorte qu'on puisse arrimer à ces guides, notamment légistiques, tous les textes d'application en termes de fonctionnement de l'État. Ça aussi, c'est une bonne chose, parce qu'avant, il n'y avait pas de la normalité dans la rédaction des textes en Guinée. Chacun faisait ce qu'il voulait. Ça, il faut notifier. Maintenant, parlant de ces travaux autour de cette loi organique consacrée également à la Cour, notamment suprême. La Cour des comptes, vous voulez dire? La Cour des comptes, je vais dire. Ouais. Moi, je me dis que c'est un travail qui a tout son sens, parce qu'il faut revoir également même le mode de désignation des membres qui doivent siéger également à la Cour des comptes, devait être également étudié, son fonctionnement, parce que l'importance de cette Cour-là, elle a tout son sens, parce qu'elle a habilité quand même à jeter un regard sur la gestion des dépenses publiques de l'État. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, parce qu'aujourd'hui, il faut que l'État puisse avoir notamment un regard sur le fonctionnement. C'est-à-dire que quand, je donne un exemple, quand on alloue un budget, par exemple, au Conseil national de la transition, à la fin de l'année, il faut faire la citation notamment des dépenses utilisées, comment est-ce que cette dépense a été orientée. Donc ce rapport-là doit être renvoyé au niveau de la Cour des comptes pour archives. Et je pense que, mais même la question également du futur président de la République qui viendra, il faut qu'il déclare c'est bien, et en prenant notamment fonction, il doit déclarer c'est bien, en partant également. Donc la Cour des comptes joue un rôle de gendarme pour moi dans la gestion également publique des fonds de l'État, et je pense qu'il y avait assez de, bon, je ne vais pas dire caducité dans le fonctionnement, mais il y avait quand même quelques imperfections, puisque la loi, elle est évolutive, il faut qu'elle s'adapte également à l'évolution du nouveau contexte. Donc je pense que c'est le travail d'arrimage qui est en train d'être fait, pas parce qu'elle n'existe
n'existait pas en Guinée, mais sauf qu'il faut apporter quelques innovations dans son fonctionnement. Et ça prouve à suffisance que la question de la refondation dont on parle le plus souvent dans cette émission, elle n'est pas que seulement infrastructurelle, mais elle est aussi d'ordre institutionnel et même juridique pour qu'on puisse avoir des institutions qui, quand même, ont des textes fondateurs qui résistent au temps et à la tentation des hommes. C'est important, et Sonika Diané, nous l'évoquions tantôt, cette question de bonne gouvernance passe bien sûr par le fonctionnement normal et régulier des institutions de la République qui doivent jouer leur rôle. Et aujourd'hui, la Cour des comptes est une des institutions qui compte, si permettez-moi ce pléonasme, qui naturellement permet à l'État guinéen de pouvoir moraliser davantage la gestion de la chose publique. Effectivement, c'est le pilier même. M. Barry l'a dit tout à l'heure, c'est le gendarme des finances publiques. C'est lui qui est en charge de contrôler. Et c'est important. Donc si le CNT, les conseillers nationaux sont en train de travailler là-dessus, c'est vraiment... puis dans un cas de dialogue où il y a des experts qui viennent et tout ça, et on s'inspire de l'ancien texte, améliorer le contenu de l'ancien texte, voir les forces et les faiblesses et les consolider. Parce qu'effectivement, il faut donner force au contrôle. On l'a dit. Et la Cour de compte, il faut la rendre plus opérationnelle. Il faut même l'outiller, des outils de sanctions et de reporting régulier. Chose qui est important, que les gens sachent qu'on ne gère plus les biens publics comme si on gérait l'argent de poche. C'est l'argent de tous les Guinéens. Et chaque acteur, il faut aussi développer cette culture aussi. Quand on est dépositaire du pouvoir public, il faut avoir en tout cas la possibilité et imposer d'ailleurs la reddition des comptes. Surtout, la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués aux uns et aux autres. C'est ce que je dis aux gens. Il faut du respect pour les biens publics. Il faut une culture de respect pour les biens publics. Quand vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes là pour servir la République. Vous êtes là pour servir les citoyens. Vous incarnez l'autorité publique à un moment donné. Et c'est important. La légitimité de l'autorité publique, c'est les populations, c'est les citoyens. Vous devrez les rendre compte. Les rendre compte aussi, il faut de l'éthique, il faut de la moralité dans ce qu'on vous donne à tous les étages, du haut au plus bas. Chacun doit être animé d'une volonté de mieux servir la Guinée. Et ces genres d'institutions, il faut la renforcer, il faut la rendre plus opérationnelle, forte. Et c'est important, avec une culture de sanctions aussi, et de reporting régulier. Et pourquoi pas publier tous les rapports, que les populations soient informées de ce qui se passe. Parce que c'est aussi, il faut populariser toutes les institutions du pays pour que chaque citoyen soit le gardien de la sauvegarde et de la moralisation du bien public. C'est important, je saisis là-bas le Parce qu'effectivement, pour aller plus loin, allez-y. Pour aller plus loin aujourd'hui, il faut reconnaître que la moralité publique, cela même va impacter la moralité publique. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, il faut reconnaître que, je ne sais pas souvent si c'est le repli communautaire que nous avons vécu il y a quelque temps, le voleur de sa communauté devient un héros. On veut même le protéger. Il faut qu'on ait honte, comme nos grands-parents avaient honte des voleurs, des malhonnêtes. On doit avoir honte de celui qui vole le bien public dans notre famille, à la mosquée, à l'église, dans nos communautés. C'est extrêmement important, il faut qu'on change. L'État fait des efforts. Nous aussi, on doit reproduire le même schéma dans les coordinations communautaires que nous avons, dans la mosquée, dans les églises, dans nos familles. Quand on applaudit le voleur, mais il va de soi que nos enfants se disent « je vais être aussi un voleur ». C'est une moralisation qui doit être à tous les étages et à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Si quelqu'un prend quelque chose et il partage... Et voilà, il a déjà tout de suite des défenseurs innocents qui ne savent pas. Si quelqu'un vous donne 1 million dans 100 millions qu'il a détourné, allez-y comprendre ce que ça va faire comme dégâts. Alors l'autre aussi question, Bella Kamano, et qui est très intéressante, c'est la démarche inclusive que le CNT a imprimée à ce processus. Aujourd'hui, le Parlement ne s'est pas enfermé dans une tour d'ivoire pour écrire ces différents textes de lois organiques. Aujourd'hui, nous avons vu à travers ces différentes interventions des experts qui assistent le Parlement, mais aussi les membres de la Cour des comptes actuelle qui naturellement ont l'expérience, ont du vécu et ont certainement leur mot à dire pour davantage consolider le document afin qu'il soit de mieux en mieux opérable lorsqu'il sera voté par le Parlement. Oui, d'abord, permets-moi de dire que la Cour des comptes vient en appui ou vient renforcer déjà l'arsenal de contrôle et de moralisation de la gestion de la chose publique dans notre pays. Tout à fait. Puisque la Cour des comptes intervient après que l'ONEF déjà terminé d'utiliser le bien public. C'est-à-dire que son contrôle, il se fait a posteriori. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Lorsque l'État prend les moyens, il les met à la disposition même d'une mairie, d'une institution comme le Parlement, des ministères,
d'une direction préfectorale. Lorsque la direction finit de l'utiliser, il faut que la direction soit en mesure d'expliquer à travers un rapport financier à la Cour des comptes comment cette direction préfectorale, cette mairie, cette institution a utilisé ces biens-là. Le montant, en tout cas, qui a été mis à sa disposition par l'État. Je dis bien par l'État, pas par un privé, puisque la Cour des comptes n'intervient pas après l'utilisation, par exemple, d'un bien qui a été mis à la disposition d'une entité étatique après sa gestion, après l'utilisation. Non, la Cour des comptes n'intervient que là où l'État a mis de l'argent. Alors, donc cette Cour des comptes vient renforcer, je l'ai dit tantôt, ce que nous appelons la moralisation de la gestion de la chose publique. Tout à fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette Cour des comptes, même si la loi qui va l'organiser, qui va assurer son fonctionnement, qui va parler de sa composition est en élaboration, elle avait déjà existé et elle avait produit des rapports. Vous vous rappelez du rapport du vérificateur général qui avait fait beaucoup parler de lui à travers les médias, puisque le rapport a été présenté en conférence de presse. C'est ce travail qui revient à cette Cour des comptes, mais en partenariat avec toutes les institutions du pays. Le rapport, lorsqu'il est fait grâce donc au corps de contrôle, il est soumis directement au président de la République, il est soumis au gouvernement et aussi au Parlement. Comme pour dire que c'est une institution qui travaille de manière très complémentaire avec les autres institutions. Nous avons une institution qui avait des insuffisances. Il faut donc, à travers le travail qui est fait ici par les conseillers nationaux, essayer de corriger ces insuffisances. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Il faut l'adapter au nouveau contexte. Le nouveau contexte, c'est que les autorités actuelles ont quand même la volonté de lutter efficacement contre la prédation. Je ne parlerai pas de voleurs pour ne pas ne pas offusquer certains, puisque quand un ministre prend, il ne le fait pas comme le petit voleur de poulet dans le quartier. Il le fait le ministre qui vole est plus dangereux que le petit voleur. Il le fait sur la base d'un mécanisme administratif. Alors, c'est pas facile de traiter ce dernier, même s'il prend quelque chose qui ne l'appartient pas. On ne peut pas l'appeler voleur tout court. Alors, c'est des détourneurs, c'est des auteurs de malversation, ce sont des prédateurs. Alors, on va se limiter là. Très bien. Alors, pour lutter contre tout cela, il faut quand même que cette Cour des comptes prenne en compte, c'est-à-dire le nouveau contexte, en tenant aussi compte surtout de la bonne volonté des autorités actuelles, pour que, dès qu'elle va être mise en place, qu'elle puisse travailler, en tout cas, conformément aux attentes du peuple. Très bien, oui, aux attentes du peuple, vous évoquez tantôt dans cette première partie de l'émission autour de la transition, la question de la gouvernance, et aujourd'hui nous nous intéressons à cet acte qui a été posé il y a quelques jours, bien sûr, la candidature du général Mamadi Doumbouya à la présidentielle du 28 décembre prochain, compte tenu de susciter des scènes de liesse dans l'arrière-pays. Nous allons donc suivre ce reportage de notre correspondant basé du côté de Zérékoré, où également les populations se sont sorties dans la rue pour manifester donc leur joie après bien sûr le dépôt de cette candidature. Cette mobilisation traduit la reconnaissance des femmes d'Nzérékoré envers le chef de l'État pour avoir répondu à leurs attentes. Leur présence massive de ce matin reflète leur engagement et la volonté d'accompagner le candidat de leur choix à l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. C'est nous qui avons dit que le président n'a qu'à se présenter. On a manifesté, on a fait sortir les gens à la maison de jeunes que le président se présente. Inch'Allah, le président s'est présenté. Donc tellement qu'on est content, c'est pourquoi on est là ce matin. Nous sommes en joie. Il s'est prononcé hier. Il revient à Zérékoré encore de donner le ton de manifestation. Nous sommes très contents pour sa candidature. Nous l'accompagnons jusqu'à Sékou Touré.
Mais nous demandons qu'il commence la campagne en Zérékoré. Le préfet, accompagné de son cabinet, a exprimé sa gratitude envers ces femmes pour leur mobilisation. Il a souligné que le chef de l'État a simplement entendu l'appel du peuple en déposant sa candidature. Une demande que toutes les couches sociales du pays ont faite ces derniers temps à travers des manifestations de soutien. C'est le peuple de Guinée qui a dit de déposer sa candidature. Nous avons vu les braves femmes de Conakry envahir la Cour suprême. Et dans toutes les préfectures, sa candidature était réclamée par les braves populations de la Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, sous le soleil, vous êtes là à la préfecture pour dire à l'opinion nationale et internationale de fait que Monsieur le Président de la République a écouté sa population. C'est cette récompense que vous êtes venu aujourd'hui magnifier devant le bloc administratif de la préfecture de Zérékoré. Pour cela, merci. La forte mobilisation de ce matin s'inscrit dans la continuité du soutien constant des femmes de Zérékoré. Le 18 octobre dernier, elles avaient contribué activement à la mobilisation de 900 millions de francs guinéens comme caution pour la participation du chef de l'État aux prochaines élections. Voilà donc des scènes de liesse populaire partout en Guinée pour en tout cas célébrer et apprécier ce acte du général Mamadi Doumbouya qui entend prendre part à cette compétition électorale au compte de l'élection présidentielle. Mohamed Bari, nous venons de voir des images donc de Zérékoré, il y en a eu à Sigiri également et d'autres contrées de la Guinée, et il faut rappeler aussi que Zérékoré était parmi les localités où des femmes se sont mobilisées pour payer les 900 millions. Oui, il faut dire quand même, bon, pour moi c'est une sorte de retour de l'ascenseur, hein, parce que tout simplement, vous avez vu avant le dépôt de la candidature du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, les appels étaient quand même pressants hein, à travers le pays. Toutes les couches sociales du pays se sont léguées pour également cette candidature du président. Donc finalement, le chef de l'État a entendu l'appel du peuple. Donc du coup, c'est normal que les populations de la région de Zérékoré, qui avaient déjà fait de la mobilisation de ces 900 millions pour payer la caution les femmes, hein. voilà, pour le chef de l'État. Donc c'est une sorte également de possibilité pour eux d'exprimer, parce que moi j'en ai vu, hein, j'en ai entendu des dames qui ont dit que si général Mamadi Doumbouya ne se présentait pas comme candidat et qu'elles ne savent pas si elles pouvaient résister après ce refus-là, donc je pense que c'est une sorte d'expression de la manifestation de cette volonté qui dit qu'aujourd'hui nous sommes contents. Le président a entendu notre appel parce que tout simplement cette candidature-là, elle était attendue par la majorité et même par le peuple de Guinée. Et aujourd'hui, Zérékoré est l'expression de cette effervescence qui exprime cette reconnaissance du président d'avoir écouté leur appel. Et je pense que ce n'est que de bon augure, parce que vous l'avez vu, hein, pas seulement que Zérékoré dans Sigiri, Kankan, le Fouta aussi n'est pas en marge. Donc du coup, je pense que c'est une sorte de reconnaissance par rapport à ces appels lancés au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, de se porter candidat, et finalement il a entendu l'appel des populations. Tout à fait, ils sont très nombreux, hein, Soniké Diané, à vouloir intervenir. Nous allons rapidement lire certains messages avant de marquer la pause, et on poursuivra le débat bien sûr dans la seconde partie de cette émission. 622 12 92 41. Bonjour Parlement TV et la radio parlementaire. Je commence par vous féliciter pour le travail que vous faites pour la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de dirigeants aptes plutôt à tous les niveaux, santé, intellectuelle et vision. Nous sommes un peuple qui aspire au développement. Voilà, aux médecins assermentés qu'ils fassent leur travail en toute indépendance et responsabilité. Mamoudou Kamara depuis Kindia, encore une fois, bravo à vous, chers jeunes journalistes. Avant de me poser donc la question de savoir pourquoi le Parlement est composé, je me posais la question de savoir pourquoi le Parlement est composé de tant de personnes et pour quel travail, mais grâce à votre chaîne, je découvre l'immensité et le sérieux du travail. Ou bien c'est Dr Dansa Kourouma qui a commencé une telle méthode de travail au Parlement. C'est la question qu'il pose, parce que depuis ma naissance, je ne me
me souviens pas d'une procédure d'élaboration d'une loi telle que prônée par le CNT par rapport bien sûr à la nouvelle constitution. Et puis, quand je le suis en plénière, il défend avec la manière le peuple de Guinée. C'est pourquoi il est important de faire confiance aux jeunes. Merci à vous, les jeunes journalistes, pour votre engagement pour la Guinée. C'est Raphaël justement du côté de Nzérékoré. Bonjour au Parlement TV et la radio parlementaire. Je suis Mama Aïssata Kamara plutôt, depuis Temenetaï, juste vous dire que l'écoute est favorable ici à Kaloum. Le général Mamadi Doumbouya est le candidat des femmes. Nous devons l'accompagner pour changer la Guinée. Merci et bonne journée. Bonjour Parlement TV, je suis Alcine ici là. Aucun effort n'est de trop pour aider la Guinée à avancer. L'actuel chef de l'État fait l'affaire du peuple. Pourquoi pas l'accompagner? Général Mamadi Doumbouya est notre candidat et il nous écrit donc depuis Bofa. Bonjour chers journalistes, c'est quoi un projet de société? C'est ce que pose la question en tout cas M. Célestin Collier. Alors c'est parti, on va répondre à cette... Il aura la réponse justement dans la seconde partie de cette émission. Bonjour Parlement TV, je me nomme Ibrahim Kamara. Je vous écris depuis Télimilé. Je suis professeur de philosophie et d'ECM au collège lycée de Léiwendou. Donc accompagner le général Mamadi Doumbouya, c'est vouloir donc le bonheur des Guinéens. C'est lui seul qui peut prouver donc que la Guinée peut changer en quelques décennies. Merci donc à monsieur qui nous a écrit, monsieur Kamara, qui nous a écrit du côté de Télémilé. Nous allons marquer la courte pause dans cette émission. On se retrouve pour la suite, tout en revenant bien sûr sur la présidentielle du 28 décembre prochain, enjeux, défis et perspectives, et aussi ces scènes de liesse que nous constatons à travers le pays. Vous pouvez continuer donc à nous écrire sur le 622 12 92 41. À tout à l'heure. Sakuru mafakoli kumba fakoli da bajamu jankoli koli baramani koli barantan Mansada Sakuru les Guinéens te disent merci. Dans Sakuru le fakoli kumba fakoli da bajamu jankoli koli baramani koli barantan Mansada Sakuru les Guinéens te disent merci. Au cœur de la nation s'est levée une mission pour bâtir l'avenir avec conviction. Le peuple a tendu la main à la transition et le CNT a répondu avec passion à travers une constitution. CNT nous allie, gardien de l'espoir, pour la voix du peuple gravée dans l'histoire. Dans Sakuru unique, homme de vision, pour cette constitution, la fondation de notre nation. Sous l'arbre à palabres, les idées ont fleuri. Chaque mot, chaque article, un souffle de vie. Dans le respect, la paix et la dignité, vous avez su nous montrer la voie de l'unité. La Guinée d'Imi a dans sa barricade, dans sa Kuruma, ton nom dans nos cœurs. Mansa dans sa Jarama pour nos enfants. Vous avez écrit un futur plus grand. Dans sa Kuruma, le Fakoli Kumba, Fakoli Daba Jamujankoli. Koli Baramani, Koli Barantan. Mansa dans sa Kuruma, les Guinéens te disent merci. Cette constitution sacrée, portant lui les rêves de tout un peuple entier, de Yomo à Kassa, nous disons merci
les Guinéens te disent merci. Mansa Dansa dit merci à Général Doumbouya. El Hadj Soribira Makuruma, Dida Malone, éducateur des âmes. Lumière d'humilité, ton nom rayonne à travers ton fils. Que ton âme repose en paix. Le rouge jaune vert, le franc guinéen. Travail, justice, solidarité. La marque Nimba, l'hymne national. Des 124, nos fiertés et dignités. Nos héros de la paix sont nos voix. Aux députés qui furent nos choix, nous honorons ceux qui ont œuvré sans relâche pour que cette constitution s'écrive sans tâche. La Guinée regarde l'horizon avec courage et raison. Levons nos voix pour l'histoire en marche. Une ère nouvelle brille dans l'arche, sous le ciel de Général Doumbouya, avec l'engagement de docteur dans sa Kourouma. L'espoir renaît, la Guinée grandit. Le rouge, jaune, vert, le franc guinéen. Travail, justice, solidarité. La marque Nimba, l'hymne national. Des 124, nos fiertés et dignités. Dans sa Kourouma, le Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Jamoujankoli. Kolibar Amani, Kolibar entend. Mansa dans sa Kourouma, les Guinéens te disent merci. Dans sa Kourouma, le Fakoli Kumba, Fakoli Daba, Jamoujankoli. Kolibar Amani, Kolibar entend. Mansa dans sa Kourouma, les Guinéens te disent merci. DJ Octas. Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission autour de la transition avec les différentes thématiques que nous abordons dans ce dernier numéro de la semaine présidentielle du 28 décembre prochain. Défis, enjeux et perspectives pour un scrutin apaisé dans notre pays. Mais avant, nous parlions justement bien avant la pause de ces scènes de liesse à travers le pays suite à la candidature du général Mamadi Doumbouya. Eh bien, nous avons vu cette mobilisation du côté de Zérékoré, mais aussi d'autres contrées de la Guinée. Soniké Diané, quelle lecture on peut faire justement de ces différentes mobilisations spontanées que nous enregistrons ces derniers temps dans la capitale et à l'intérieur du pays? Vous savez, c'est très simple. Hein? Vous savez, avant le 5 septembre, Mamadi Doumbouya était dans le cœur des Guinéens. Et le fameux défilé a fait des indépendances le 2 octobre 2018. Donc cela ne surprend pas. Dieu a le destin a voulu qu'il soit président de la République. Il était dans le cœur des Guinéens et il a fait une rédemption. Aujourd'hui, il est en train de séduire le Guinéen par son style, par son leadership. Les gens sont rassurés aujourd'hui par la stabilité. Les gens sont rassurés aujourd'hui parce qu'il y a une lutte contre la pauvreté. Il y a une lutte farouche pour que le pays se développe. Et tout ça a rassuré les gens. La quiétude, la gouvernance, les infrastructures. Tout ce qu'on voit, on le voit en grand aujourd'hui. On sait qu'il y a une ambition pour que la Guinée soit un havre de paix, arbre de développement, et c'est ça qui rassure les populations. Et chacun va à ses activités sans être menacé et tout ça. Tout ça rassure les gens. Il faut reconnaître que les 4 ans, il y a eu assez d'actes de développement qui font que les populations ont adhéré, été rassurées à la base. Donc cela prouve que la transition a réussi quand même à impacter socialement et politiquement les gens. Si les populations sont aujourd'hui très contente parce que le président a déposé sa candidature. Il a répondu à leur appel. C'est normal qu'ils démontrent toute leur joie. Hein, parce que c'est un acte, ils se disent, Mamadi ne doit pas le laisser dans la main des politiciens qui ont continué à nous manipuler, à créer des tensions communautaires entre nous. On ne veut plus de ça. Et Mamadi aussi incarne, je vous ai si bien dit, Mamadi est né des entrailles des populations guinéennes. C'est quelqu'un. Il est le reflet, de la société guinéenne. Il est le reflet du jeune éleveur de Koundara là-bas, dans Sambaïlo.
il est aussi le reflet du jeune planteur dans Diéké. Il est aussi le reflet du jeune pêcheur de bokeh. Voilà, pêcheur de bokeh. Il est le reflet du jeune orpailleur, du jeune jeune mécanicien de Cancan. Il est aussi celui qui incarne le jeune orpailleur de Sigiri, hein, dans Doko chez moi. Bon, donc voilà, et en Basse-Côte ici, on m'a dit aussi, c'est l'exemple du jeune docker du port de Conakry, hein, du jeune de Bonfim dans les débarcadères, et du jeune Gabé Gabé de Madina, et toutes ces femmes. Donc, on m'a dit aujourd'hui, il incarne tout ça. C'est ce qui fait que les populations y adhèrent, parce qu'on pense que c'est le produit pur de la Guinée, et c'est le Guinéen tout court. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui, Bella Kamano, par rapport à ces scènes de liesse que nous enregistrons. Oui, ce sont des scènes qui nous ont été, je crois, rapportées par les journalistes des médias donc, qui étaient sur place. Il y a des scènes que nous n'avons pas eu la chance de voir. Moi, par exemple, j'ai eu des scènes de liesse des populations, une partie des populations, certaines populations de Cancan qui étaient dans des véhicules pick-up. J'ai vu aussi des scènes de liesse dans les salons, donc à la maison, dans des domiciles. J'ai aussi assisté à des scènes de liesse dans des cafés, j'ai assisté à des scènes de liesse dans des endroits insolites. Donc, c'est peut-être la chance que ces populations des Zérékoré ont eu, que les journalistes prennent leur temps pour aller filmer. Mais il faut quand même reconnaître que le dépôt des candidatures du général Mamadi Doumbouya a apporté du boom au cœur donc, de certains citoyens qui s'attendaient, puisqu'il y en a qui ne croyaient pas, il y en a qui se disaient qu'ils n'allaient pas candidater parce que tout simplement il avait pris l'engagement de ne pas candidater. Il y en a qui croyaient peut-être à 50%, donc qui étaient un peu sceptiques, d'autres dubitatifs. Aujourd'hui, ces choses faites, le général Mamadi Doumbouya a finalement entendu les cris de cœur, il a entendu les réclamations, il a accepté donc de partager le souci de certains qui ne voulaient pas du tout être abandonnés par le général Mamadi Doumbouya. Il y en a qui d'ailleurs disaient au sein de l'administration que si le général refusait de déposer sa candidature, ils allaient démissionner. Il y en a qui étaient prêts aujourd'hui à prendre leur vol pour quitter le pays parce qu'ils se disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, il faut quitter. Le général Mamadi Doumbouya, il a dit avec beaucoup de brio, mon cher Soniké Diané, à travers le général Mamadi Doumbouya, c'est tout le monde qui se retrouve. Hein, tout le monde s'identifie à lui, que tu sois aujourd'hui chauffeur de taxi, que tu sois aujourd'hui patron d'entreprise, que tu sois aujourd'hui chômeur, que tu sois aujourd'hui sur les bancs, que tu sois aujourd'hui pêcheur, tu t'identifies à l'homme, que tu sois Malinké, Soussou, Gerzé, Thomas, que tu sois Landouma, que tu sois Bassari, que tu sois Baga, tu t'identifies à l'homme à travers les actes qu'il pose. Parce que depuis qu'il est à la tête de ce pays, il n'a pas mis la différence entre les régions, il n'a pas mis la différence entre les communautés, il n'a pas mis la différence entre les différentes catégories socio-professionnelles. Tout à fait. Il est à l'écoute de tout le monde et il les satisfait selon les moyens de l'État. Selon les moyens de l'État. Alors, lorsque je reviens un peu sur notre passé récent, sa gestion est totalement différente des gestions antérieures. Gestion politique, gestion économique, gestion sociale, gestion culturelle et même gestion sportive. Il a réussi quand même à tirer les leçons du passé pour construire ce présent et bâtir aussi le futur. Aujourd'hui, vous voyez avec le projet Simandou, il était quand même difficile pour les régimes précédents d'aller jusqu'au bout de ce projet Simandou parce que tout simplement le projet, c'est vrai, beaucoup ont tenté, mais il y en a à un moment donné qui voulaient tirer le drap de son côté pour s'enrichir à travers la signature de contrats. Heureusement que lui, il est venu, il l'a fait avec beaucoup de transparence et il continue de gérer ce projet avec beaucoup de transparence, sans compter le programme qu'il a greffé donc au projet Simandou qui à l'avenir pourrait faire de notre pays un pays émergent, tout à fait. un pays émergent presque dans tous les domaines
Alors pour moi, le général Mamadi Doumbouya est aujourd'hui en phase, pour ne pas dire en symbiose, avec les gens qu'il est plutôt censé aujourd'hui diriger. Et pour moi, ces liesses-là expliquent cela. À travers donc ces actes de reconnaissance, je crois que le général, là où il est aujourd'hui, il est ragaillardi, il est moralement remonté. Merci. Et il est prêt désormais à affronter la phase électorale. Tout à fait. On aura peut-être l'occasion de revenir sur son bilan dans la phase des campagnes, parce que pour le moment, on n'en est pas là. Mais c'est quand même ces scènes de liesse spontanée que nous voyons à travers le pays. Il était de notre devoir de les relayer aussi dans cette émission. Comme on dit, le général m'a dit, il nous ressemble, il nous rassemble. Ouais. Parce que regardez le général, quand il salue les personnes âgées, en tant que président de la République, il s'incline toujours. Il s'incline. Ça, c'est une identité guinéenne. Ouais. Dans nos traditions, c'est ce que nous enseigne notre culture, nos traditions, nos valeurs. Donc ça, quand les jeunes voient ça à la télé, quand les personnes âgées voient ça à la télé, et quand les citoyens le plus bas, quand la dame voit ça au marché, à la télé, mais c'est dit ça, en dehors l'état, lui là, c'est quelqu'un de moi. Tout à fait. Ça, c'est important. Je pense qu'on m'a dit, Sarama, il a su se dire. Ouais. Et il ne se rend jamais chez des personnes âgées sans être accompagné quand même des attaches de cola. Ce qui est. Voilà, donc la gouvernance par le symbole. C'est important. Tout à fait. On voit ces actes qu'il pose tous les jours par rapport, bien sûr, à cette approche sociologique, on va dire, qui permet de briser donc la frontière. Ce sont des codes sociaux. Voilà, on a vu pendant la fête du 2 octobre, là, vous avez vu les officiers handicapés, tout ça, ils se rabaissaient devant eux, et tout ça, les personnes âgées, ils s'inclinaient pour les saluer. Ça, c'est important pour nous, Africains. Très bien, ils sont très nombreux à intervenir dans cette émission. Nous leur donnons la parole. 622 12 92 41. Bonjour Parlement TV. Je me nomme Ibrahim Kamara. Je vous écris depuis Télémélie. Voilà, je crois qu'on a lu ce message. Bonjour Parlement TV. Je me nomme Collier Marcel, la radio parlementaire. Merci de votre travail que vous faites. Nous sommes les soutiens, donc nous les Erekeroka, sommes les soutiens du président Mamadi Doumbouya. Félicitations pour le travail. Bonjour ma télé parlementaire, le général Mamadi Doumbouya, c'est notre candidat aux élections présidentielles, c'est Aboubakar Konté qui nous écrit ce message depuis Bokeh, et ensuite j'ai envie de le voir, je jure, et bonne journée à vous. Voilà, donc le message est passé. Monsieur Aboubakar Konté, nous avons un autre message rapidement. Bonjour Parlement TV, aujourd'hui je suis tellement content d'entendre que le président Mamadi Doumbouya a déposé sa candidature, franchement, sans démagogie, il mérite beaucoup donc notre soutien pour passer, donc pour permettre à la Guinée de se développer. C'est monsieur Kamara qui nous suit depuis le Canada. Voilà, c'est le message qu'il a envoyé. Monsieur Kamara, on vous remercie pour votre fidélité. En tout cas, vous qui nous suivez partout dans le monde, faites-nous en tout cas signe dans cette émission. Nous ferons le devoir de relayer vos différents messages. Alors Mohamed Bari, Sonike Diane, Bella Kamano, nous abordons à présent cette présidentielle effectivement du 28 décembre prochain. Quels sont les enjeux, les défis, mais aussi les perspectives de ce scrutin présidentiel qui doit se tenir dans un contexte, nous le souhaitons, apaisé dans notre pays. Alors Mohamed Bari, je commence par vous. Quelle lecture on peut faire justement des enjeux aujourd'hui par rapport à cette présidentielle-là? Oui, je pense que l'élection présidentielle également du 28 décembre quand même a tout son sens en termes d'enjeux, parce qu'il y a assez de d'angles qu'on peut aborder comparativement également aux autres séances électorales qu'on a connues dans l'histoire politique de la Guinée, parce que tout simplement, il faut dire quand même que le premier aspect quand même qu'il faut parler également en termes d'enjeux, c'est que l'élection du 28 décembre 2025 s'invite également avec une nouvelle cartographie de la vie politique de la Guinée. C'est quand même un fait nouveau, parce qu'il faut rappeler qu'on était dans une sorte de cartographie politique où quand même il y avait assez de laisser-aller. On n'avait pas de possibilité à mesurer l'état de santé de nos partis politiques. Donc grâce à la prise de responsabilité du CNRD sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya, on a assisté à cette évaluation des partis politiques. Vous le savez, avant ça, on avait quand même des partis à pas plume, des partis à sac, des partis appendices, des partis qui étaient construits sous la configuration ethno-stratégique, donc qui faisait que le discours politique ne pouvait pas évoluer. Donc aujourd'hui... Vous pensez, Mohamed Bari, que cette élection
élection intervient dans un contexte de reconfiguration de la cartographie politique, où on a deux grandes entités, la vieille garde et la classe émergente de la jeunesse. Donc cette nouvelle configuration, quand même, nous a permis de faire une certaine décantation. C'est que la grandeur des partis politiques, ce n'est pas le fait qu'ils s'associent à une région ou à une ethnie. La grandeur des partis politiques, c'est le respect des textes que résistent également les partis, notamment la charte des partis politiques et autres. Donc aujourd'hui, avec cette élection présidentielle, nous assistons à une nouvelle configuration, parce que quand vous prenez sur la liste des candidats qui sont annoncés, même si pour l'instant ce n'est pas à nous, il faut le préciser, de procéder à la publication de la liste des candidats retenus, mais sauf que quand même il y a des noms qui reviennent dans la presse, les prétendants sur lesquels quand même voilà, vous allez me permettre de revenir sur cette liste. Nous avons en premier le général Mamadi Doumbouya qui est candidat indépendant, en deuxième nous avons Dr Ousmane Kaba du PADES, nous avons en troisième également Lansana Kouyaté du parti PDN, nous avons le quatrième candidat Dr Ben Youssouf Keita de NFD, il y a aussi Dr Faya Milimono du BL, Abdoulaye Keita Kourouma du RRD, Abdoulaye Yero Baldé, ancien ministre de l'enseignement supérieur sous le régime d'Alpha Condé. Également, nous avons également notre invité qui est avec nous ici dans cette émission, Mohamed Namé, au compte du parti Nabé, également au compte du parti ARP. Et puis nous avons, sans oublier également, ce jeune politique Kermoya Diallo qui porte également l'étendard de Guinée moderne. Et puis Alpha Condé 2, le fameux voilà, candidat. Donc, quand vous faites l'autopsie de cette liste, nous avons quand même la vieille garde. Vous avez bien fait de préciser que cette liste, ça c'est au regard de ce que nous voyons sur les différentes plateformes, mais aussi dans les médias. Et aussi, elle n'est pas exhaustive. Hein, voilà, ce n'est pas à nous de... Et encore moins les chapelles politiques ou indépendantes, sans oublier sur lesquelles les uns et les autres sont censés partir. Oui, sans oublier ça, la dame, revient sans oublier l'ancienne ministre également, Makale, hein, voilà, Camara, la seule femme, la seule femme voilà, pour la cause de l'élection présidentielle. Alors quand vous passez cette liste de prétendants, même si elle n'est pas exhaustive, c'est qu'on a la vieille garde politique qui tient le bout, voilà, qui résiste malgré cette nouvelle configuration politique. C'est les générations de Dr Faya Milimono, de Lansana Kouyaté et même également d'Ousmane Kaba. Et puis vous avez également cette nouvelle génération politique de la Guinée qui s'exprime également sur cette liste. Donc les Abdoulaye Kourouma, les Yerobaldé, les Yaya, et puis la dame également qui vient avec notamment le JAR qui fait que la femme participe. Donc pour moi aujourd'hui, l'avantage de ces élections, c'est que l'élection présidentielle intervient avec cette nouvelle cartographie politique et qui montre à suffisance aujourd'hui qu'il faut mettre l'accent sur le projet de société dont on va parler. Mais aujourd'hui, il faut dire quand même que cette réconfiguration-là prouve à suffisance qu'on est en train de tourner la page de la vieille garde politique en Guinée, pas en leur interdisant de participer, mais quand même en leur donnant la possibilité, parce qu'aujourd'hui, les partis qui sont censés participer à la course dont ils ne sont pas aujourd'hui n'ont pas été exclus parce qu'on doutait de ces partis en termes de capacité à empêcher peut-être tel ou tel d'accéder au pouvoir. Mais plutôt, ces partis-là n'avaient pas réuni les conditions. N'ont pas réuni des conditions suite à l'évaluation des partis politiques, notamment le texte prépondérant qui régit le fonctionnement des partis politiques. Donc, il y a la charte politique. Donc, pour moi, c'est le premier angle qu'on peut aborder parlant de ces élections présidentielles. Justement, les enjeux de cette présidentielle du 28 décembre prochain. Alors, sur le plan politique, Mohamed Bari a été suffisant par rapport bien sûr à cette nouvelle configuration de la classe politique, par rapport aux prétendants, en tout cas aux aspirants à cette élection présidentielle. Mais il y a aussi d'autres enjeux, les enjeux de développement de la Guinée et on va dire le contexte en tout cas dans lequel va se tenir cette élection présidentielle. Le contexte il est quand même important parce que l'enjeu est de taille. Aujourd'hui avec toute la géopolitique du monde et la géopolitique sous-régionale aujourd'hui, nous rendons compte que nos pays ont besoin quand même de stabilité d'abord et de développement. Ok. Et donc moi je pense que le message est clair. On est dans un contexte, M. Mohamed Bari l'a dit, de reconfiguration. C'est inédit. On est dans une phase de transformation. Il y a comme un grand penseur le disait, que rien ne se perd. Tout se crée, mais tout se transforme. On est dans une transformation profonde. On est dans une transformation profonde et c'est naturel.
Hein, les gens vont dire, écoute, hein, c'est les mêmes gens qu'on voit aujourd'hui créer tel mouvement, tel... Mais le contexte est là. C'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de nouveaux Guinéens dans l'espace. On ne va pas faire renaître de nouveaux Guinéens avec Mamadi Doumbouya. C'est les mêmes acteurs. Et ça, c'est humain qui se transforme aujourd'hui parce qu'ils sont conscients. On est face à un enjeu de reconfiguration de notre espace politique. Et c'est bénéf. Les discours vont évoluer. Ils vont s'axer sur le développement, sur la démocratie, sur la liberté, sur ce qu'on peut apporter aux Guinéens. Et c'est ce discours dont on a besoin. Nous n'avons plus besoin de revenir en arrière. On n'a plus besoin de la vulgarité, de la violence. Quand les campagnes arrivent, on a tous peur. Il faut acheter 2 sacs de riz, 3 sacs de riz, mettre à la maison pour des réserves. On a l'impression qu'on prépare même la violence, les populations à la violence, à les opposer les uns et les autres. Donc moi, je pense que tout ça commence à changer. Je me rappelle, il y a 4 ans, 5 ans, il y a 4 ans, hein, pour le référendum et les élections présidentielles passées, vous avez toute la violence qui a caractérisé ce processus. Il y avait une psychose. Vous savez, tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on vit a été créé par ceux-là qui géraient et ceux qui sont opposés. Ceux qui géraient ont fait des erreurs par rapport à leur opposition. Leur opposition aussi ont fait une erreur. Parce qu'un opposant se prépare à dire « j'empêcherai tel de gouverner, et que l'autre aussi empêche l'autre aussi de s'opposer, pas de façon galante, pas de façon républicaine, pas de façon citoyenne. C'est ce qui a été mauvais, ça, polarisé. C'est tout ça qui donne aux yeux de la légitimité que nous vivons. Et c'est ce qui fait que les gens adhèrent massivement aux idéaux du général Mamadi Doumbouya, qui axe, je pense qu'il va axer toute sa dynamique sur la modernité et le développement. Et c'est ce que les Guinéens ont besoin. La stabilité d'abord, vu le contexte géopolitique dans lequel on est, et sous-régional. On a le terrorisme un peu partout. Et nous, on est une bénédiction, on est un paradis, Dieu nous protège. On n'a jamais connu tout ça. Il faut consolider cela, il faut stabiliser, il faut apporter le développement aux populations. C'est ce dont on a besoin dans cette campagne. Tout à fait. Oui, Bella Kamano. Oui, je prends la parole. La balle au rebond. Je prends la parole, pas pour répondre aux attaques très ciblées de mon cher Barry à l'endroit donc des acteurs politiques guinéens, mais aussi cette narration, en quoi sa communication, cette narration au vitriol contre les partis politiques. Comment? Non, mais c'est un fait. Mais plutôt, je prends la parole pour un peu aller dans l'autre sens, parce que les partis politiques ont quand même contribué à l'ancrage de la démocratie dans notre pays, qu'ils aient été des partis appendices ou qu'ils aient été des partis à sac ou des partis cabines téléphoniques. Ils ont quand même contribué à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, ces partis politiques ont poussé les populations à les rejeter à travers donc des fausses promesses, à travers des manifestations très violentes, à travers des discours très hostiles à l'unité nationale, à travers des comportements de certains leaders politiques qui ne servaient pas d'exemple. Ça, il faut le reconnaître. Mais de l'autre côté, il faut aussi saluer leur contribution majeure à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. C'est là où, d'ailleurs, je salue le travail qui a été fait pendant donc cette transition par le ministère de l'administration du territoire, un travail qui a été fait avec beaucoup de courage, parce qu'il fallait du courage à cette époque pour quand même s'attaquer à cette ruche. Quand je dis ruche, vous savez, une ruche, quand c'est plein d'abeilles, dès que vous y touchez, vous êtes automatiquement répondu par des piqûres. Alors, c'était une ruche. Le MATD a quand même osé le faire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un répertoire de partis politiques et des acteurs politiques qui sont quand même en règle avec la charte des partis politiques, contrairement à ce que beaucoup ont avancé dans ce pays. Ce n'était pas une opération qui ciblait un parti politique, encore moins, voilà, encore moins une opération qui ciblait un acteur politique. C'était une opération qui avait concerné tous les partis politiques qui se disaient à l'époque être en règle. Alors après vérification, ceux qui ont réussi quand même à traverser cette période difficile se sont retrouvés avec des certificats d'aptitude. Alors aujourd'hui, il faut quand même saluer tous ceux qui ont réussi quand même à se plier donc aux décisions donc des autorités et qui ont réussi à passer l'examen haut la main.
Nous avons donc une liste de 125 partis politiques, sauf erreur. Oui, à l'issue de l'évaluation. Des 2 ans d'évaluation, les 125 partis politiques sont aujourd'hui en règle, totalement en règle. Alors, pour nous, il n'est plus question de diaboliser les partis politiques, encore moins les acteurs politiques. Ouais. Pour vous, déjà, les partis politiques qui sont en règle sont à féliciter au regard des efforts qu'ils ont eu à faire pour respecter la législation en vigueur. Bien sûr, et il faut les encourager à aller désormais dans le sens de construire l'unité nationale, dans le sens de maintenir la paix, dans le sens de contribuer de nouveau à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Oui, c'est important ce que vous dites parce que la Constitution elle-même consacre la pluralité politique. Bien entendu. Aujourd'hui dans notre pays, et donc le nombre de partis politiques exprime quelque part, même s'il n'y a pas d'unanimité, une sorte de vitalité de la politique, de l'exercice démocratique dans notre pays. Mais Barry l'a rappelé, aujourd'hui il y a une démarcation claire que nous constatons entre la vieille garde politique et la nouvelle classe politique qui émerge à l'issue de ces évaluations et à l'issue de ce que nous constatons aujourd'hui comme animation politique. Oui, bien sûr. Vous savez que de par le passé, les partis politiques étaient gérés par des ministres, pas des ministres limogés, mais des ministres qui n'étaient plus en fonction. Quand c'était une couverture politique. Les ministres se prévalaient donc de ces partis politiques pour se couvrir, échapper donc aux poursuites judiciaires, parce que lorsqu'on est président de parti politique, généralement on bénéficie de cette couverture médiatique tous azimuts à chaque fois que quelque chose vous arrive, un acte ou que quelque chose vous arrive, les médias courent vers vous pour en faire un battage médiatique emphatique. Alors beaucoup donc ont pensé que le meilleur abri après avoir été ministre, après avoir commis des bavures lorsqu'on était en fonction, c'était d'aller se porter à la tête d'un parti politique. Alors cette génération, petit à petit, est en train de disparaître pour laisser place à une jeune génération de jeunes acteurs politiques qui commencent par le point zéro pour, dans l'espoir quand même d'aller au point X. Alors c'est la différence aujourd'hui. De l'autre côté, il faut quand même constater aussi que la gente féminine est beaucoup moins présente. Oui, et c'est ce qui est curieux d'ailleurs. Moins présente, alors que la moins présente une part sur la scène politique. C'est le cas par exemple lorsque vous parcourez la liste des prétendants à cette élection présidentielle. La liste qui reste très partielle. Oui, vous n'en trouverez que Makale Camara, pour le moment. Du parti à part elle, je n'en connais pas. Et c'est une dame qui le mérite pour avoir été ministre et pour avoir été déjà candidate à une autre élection. Elle a quand même l'expérience politique et elle a affronté une expérience aussi électorale dans notre pays. C'est une ancienne ministre, il faut le rappeler. Alors, vous avez aussi parmi eux ceux qui ne sont pas de la nouvelle génération mais qui n'ont jamais été ministres. C'est le cas par exemple de Bouna Keita. Je ne sais pas si sa candidature est effectivement déposée. Il y a Faya Milimono aussi qui n'a pas encore été. Mais il y a aussi l'arrivée des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires qui sont donc dans l'entrepreneuriat. Vous voulez parler d'Alpha Condé 2? Non, je ne parle pas d'Alpha Condé 2. Je parle d'un ami que je connais bien. Il s'agit d'Ansouman, qui n'est pas aussi à sa première expérience électorale, alias Ouzbi, qui a été... il a déposé sa candidature. Oui, il a déposé sa candidature. J'ai aussi vu sur sa page l'image de son reçu, le reçu de sa caution. Du dépôt de caution. Il y a quand même des jeunes comme Aboulé Kourouma, que je connais bien, tout à fait. qui est aussi à sa deuxième expérience d'élection présidentielle. Je dis après 2010. Après 2010. C'est un jeune 2015. C'est un jeune de la 2015. 2015, vous voulez dire. 2015, il a été candidat à la commune. 2010. C'est en 2020. Non, 2020 plutôt. C'est en 2020 qu'il avait candidaté. Lors du deuxième mandat d'Alpha Condé. Mais il avait déjà été député. Ah, ok. Non, Aboulé Kourouma a déjà été député. Il a été député. Il n'est pas à sa première expérience électorale. Donc c'est un jeune de la vieille garde.
Non, c'est un jeune. C'est un jeune. Non, il est... Ablaye Kourouma est un jeune. Il n'est pas moi plus âgé que moi. Moi, je parle de... Voilà. Donc, c'est un jeune de la nouvelle génération. Ouais. Vous avez aussi un autre ami, Mori Kaba, qui est à la tête du parti AGN, qui a aussi déposé sa candidature. Alors, lorsque vous mettez tout ce beau monde dans le même panier, vous vous rendrez compte que la nouvelle génération est plus nombreuse que l'ancienne génération. Mais ce qui ne veut pas dire que l'ancienne génération est en train aussi de disparaître. Parce que vous voyez que notre frère Bouna, qui était candidat en 1993, Bouna Keita a été candidat en 1993. Hein? Il n'est pas à sa première expérience. Et c'est vrai, les gens... En 2010 également, il était candidat. En 2010, il était candidat à l'élection présidentielle. Alors c'est vrai que beaucoup lui reprochent son niveau. Donc pour le moment, quand même... c'est quand même un acteur... Il est constant, vous voulez dire. C'est un acteur dans la politique. Participation à l'élection présidentielle, voilà. Quand même, ça a assez d'implications, des implications financières surtout. Alors, il y a d'autres dimensions, notamment de cette élection présidentielle, que je voudrais relever. Bon, je ne sais pas si le temps nous permet d'aller dans les analyses, parce qu'il faut dire qu'en plus de la configuration politique, de la cartographie politique, il y a quand même d'autres enjeux, pas des moindres, dont je vais citer 3, parce que je ne sais pas si on a le temps. C'est un peu cette question. Quel discours de campagne il faut avoir lors de cette élection présidentielle? Parce qu'on a vu malheureusement des acteurs politiques dans le passé de la Guinée qui ont brillé dans des discours qui n'étaient pas basés sur, par exemple, l'apaisement, des discours de va-t-en-guerre. On a vu en 2010 avec cette histoire d'eau empoisonnée et qu'est-ce que ça nous a coûté en termes de fracture sociale. Donc je me dis qu'il faut beaucoup plus de responsabilités dans les discours qui seront tenus lors également de la campagne de cette élection présidentielle, parce que ça compte beaucoup. Et l'autre chose, il faudrait que ces discours-là soient portés sur le projet de société. Parce que pour moi, on va me dire que, voilà, est-ce qu'il y aura une possibilité de faire campagne au regard des infrastructures ou des réalisations déjà amorcées par le CNRD? Moi, je me dis que non, la Guinée en a encore besoin. La Guinée a aussi assez de défis qu'il faut relever. Donc, il faut que les candidats qui seront retenus à l'élection présidentielle puissent nous sortir des nouvelles propositions, outre que ce qui est proposé déjà par le CNRD, pour faire en sorte quand même que la Guinée puisse avancer. Et l'autre chose, c'est que, un peu, c'est le rôle qu'il ne faut pas aussi négliger des médias à jouer également dans la gestion de la communication politique pendant cette campagne. Parce que c'est vrai qu'un candidat peut se tromper dans l'euphorie de lâcher un certain nombre de mots. Il faut que les journalistes brillent dans la responsabilité. C'est vrai qu'on est appelé à porter l'information, mais une certaine information, si vous savez que ça peut avoir notamment des conséquences sur l'aspect social de la vie nationale, il faut avoir de la responsabilité sociale de s'abstenir à diffuser ces informations. Donc pour moi, cette élection, il faut que la campagne puisse résulter cette progression positive de la Guinée sur le plan matériel et sur le plan notamment du développement, mais aussi il faut que l'intrinsèque de ceux qui aspirent à diriger la Guinée puissent être quand même des candidats capables de nous proposer des discours, c'est-à-dire bon, nouveaux, pas les mêmes discours qu'on a connus, parce que pour moi, aujourd'hui, je voudrais bien entendre notamment certains candidats venir passer sous scanner, peut-être le bilan peut-être du CNRD, pour dire, moi je vais par exemple proposer un nouvel, chemin de fer Conakry, Cancan par exemple qui existait, ou d'autres aspects de la vie nationale, pour faire en sorte quand même que le débat soit porté uniquement sur l'amélioration des conditions de vie des populations et pourquoi pas la réponse apportée par les candidats là sur les aspirations du peuple de Guinée. Tout à fait. Alors Bella Kamano, Mohamed Bari, certainement, vous l'avez vu, aujourd'hui la question c'est face à ce savant mélange du point de vue composition de la classe politique aujourd'hui. L'autre enjeu, et qui est très important de préciser, c'est le discours. Le discours aujourd'hui, dans un tel contexte de reconfiguration politique et dans un contexte où nous avons bien sûr ces enjeux sécuritaires aussi qui se pointent donc à nos frontières, dans un contexte où la population guinéenne a besoin de quiétude sociale et de tranquillité et de stabilité. Donc, quelle doit être l'orientation des uns et des autres dans les différentes sorties qu'ils auront à faire? Oui, je voulais justement chuter sur l'aspect discours qui doit être tenu par les différents candidats pour maintenir non seulement
la paix, mais aussi pour mettre en marche cette démocratie en cette période électorale. Entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, il faut quand même saluer l'engagement démocratique de la nouvelle génération, parce que lorsque vous prenez tous ces jeunes de la nouvelle génération, vous vous rendrez compte qu'ils sont aujourd'hui des dirigeants des partis politiques qui détiennent des projets de société. Et à chaque fois qu'ils ont l'occasion de s'exprimer sur les antennes de radio ou sur les plateaux de télévision, ils vous parlent généralement de leurs projets de société. Lorsque vous prenez par exemple le cas de Morikaba, Morikaba a un projet de société. Vous prenez Ablaye Kourouma, il a un projet de société. Vous prenez Guinée moderne, Thierno Yaya, il a un projet de société. À chaque fois que vous les invitez ou vous les écoutez, vous vous rendrez aisément compte qu'ils portent leur discours sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont comme vision du parti, c'est ce qu'ils défendent. C'est la différence avec l'ancienne génération qui était plutôt dans le factuel. Le factuel en ce sens que, très généralement, l'ancienne génération était beaucoup plus... Dans le repli identitaire. Non, dans les discours, ils étaient beaucoup plus portés sur les critiques. Sur les critiques, pas de avec moins de propositions. Or, lorsque vous êtes un leader politique, vous avez la liberté de ton, vous avez la liberté de critiquer, la liberté d'opinion. Vous avez aussi le devoir, par ailleurs, de faire des propositions. Et des propositions, là, ne doivent sortir que de votre projet de société, de votre vision. Alors, c'est la différence, comme je l'ai dit tantôt, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Oui, tout à fait. Et parce qu'il y a des questions d'invective aussi, très souvent, où le débat est porté beaucoup plus sur des personnes que sur des propositions concrètes. C'est ce que je dis, c'était des critiques. Si ce ne sont pas les actes du gouvernement qui sont critiqués, à l'époque, c'était plutôt les gouvernants même qui étaient critiqués, sans que celui qui est l'auteur de ces critiques ne fasse des propositions. Aujourd'hui, nous allons vers une élection. Cette élection-là, à mon avis, vous le constaterez d'ailleurs tout au long de 30 jours de campagne, vous constaterez que les jeunes leaders ne parleront que de leur projet de société. Même s'ils doivent critiquer, les critiques seront moins que la vente donc de leur projet de société aux populations guinéennes, donc aux militants et aux électeurs. Pour moi, c'est comme cela qu'on pourra construire notre démocratie. Tout à fait. Je ne suis pas contre qu'un leader politique s'attaque à une gestion ancienne ou à une gestion en cours. C'est aussi le charme de la démocratie, ça. Mais il faut plutôt aller vers le sens de faire comprendre à l'électeur que tu es différent de celui que tu as critiqué. Tu es différent de la gestion que tu critiques. À travers quoi? À travers ce que toi tu proposes à la place de ce que tu critiques. Tout à fait. Et je crois que cette fois-ci, nous allons aller dans ce sens. Oui, tout à fait, parce que nous sommes dans un processus d'une démocratie balbutiante où, en tout cas, il y a des efforts à faire pour que, voilà, donc nous puissions connaître un processus électoral apaisé et qu'au lendemain, par exemple, du scrutin, que chacun aille, en tout cas, vaquer à ses activités et que, voilà, qu'il n'y ait pas de psychose au lendemain de l'élection présidentielle. Et cela dépendra du discours que les uns et les autres vont tenir. Effectivement, on est à une phase, comme on a dit, inédit, une phase de transformation. Déjà, les discours sont en train d'évoluer. Mais ce qui est important aussi pour moi, c'est que la place de la gestion de notre fracture mémorielle, ça c'est l'histoire aussi. Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, beaucoup de partis en Guinée tirent la légitimité de la manipulation de l'opinion publique. Ça c'est vrai. Quand vous prenez l'histoire de la Première République, d'aucuns confondent même les morts à l'ethnie. D'aucuns te diront c'est notre communauté qui ont été tués au Cambaro. D'aucuns te diront après le 4 juillet, c'est notre communauté qui ont été tués ici et ici. Donc c'est important de profiter de cette campagne, que dans les programmes de société qu'on va nous proposer, que les gens nous fassent sortir leur stratégie pour la gestion de notre fracture mémorielle. Parce que si elle est bien gérée,
l'État avance se taire parce qu'il y a trop de manipulation. Les gens n'ont pas de discours politique. Hein, sur les questions d'emploi, sur les questions de sécurité, sur les questions de développement durable. Mais les gens ont de l'immigration. C'est l'immigration aujourd'hui qui c'est un phénomène nos jeunes vont mourir dans les océans. Mais le discours, c'est ma communauté. En se basant sur les fractures mémorielles, créer la haine, manipuler la haine entre les communautés, je dis ça doit cesser. Notre histoire, elle est belle. Elle est faite de déboires et de gloire. Les enfants doivent se battre ça. Les discours doivent changer de façon pédagogique. Parce qu'en réalité, aucune communauté n'est un parti politique en Guinée. Tout à fait. Aucune ethnie n'est un parti politique. Aucune famille n'est un parti politique. C'est les idées qui doivent rentrer dans nos salons et dans nos maisons, mais pas la haine. C'est important. Je voudrais rappeler qu'en 2015, par exemple, nous avons eu 2 candidats qui ont marqué leur campagne et qui ont quand même retenu l'attention du public. Il s'agit de Dr Makale Traoré, qui avait bâti sa campagne sur son projet de société en 2015, mais aussi Faya Milimono, qui avait bâti sa campagne sur son projet de société. C'est vrai qu'ils n'ont pas quand même eu le temps de sillonner le pays. Ils n'ont pas eu le temps de sillonner le pays. Ils n'ont pas eu ce qu'ils recherchaient, c'était le pouvoir. Mais ils ont quand même marqué la campagne à travers justement le déroulé de leur projet de société. Effectivement. Et ça les a quand même permis d'avoir ou d'engranger quelques voix dans certains endroits où ils ont pu quand même convaincre les gens, et d'autres même à travers la télé. Alors, pour moi, cette campagne-là, et même au sortir de cette campagne, nous souhaitons que celui qui va être élu, qu'il soit élu sur la base d'un contrat social. Ce contrat-là va être le projet de société qu'il va présenter au peuple de Guinée. Même si nous avons un candidat qui part favori, qui est le général Mamadi Doumbouya, je dis bien il part favori, qui doit à son niveau défendre son bilan, mais qu'il nous présente au moins dans les perspectives un projet de société bien construit pour consolider déjà qui servira de contrat. Voilà. Non, qui servira que ce soit maintenant pour consolider ou pour construire à nouveau la Guinée, mais il faut un projet de société qui sera demain un contrat entre lui et les Guinéens, parce que c'est au cours de l'exécution de ce contrat-là qu'il sera jugé, qu'il sera apprécié, que les Guinéens lui tiendront rigueur, que sa légitimité sera quand même assise. C'est sur la base de ce contrat-là que les Guinéens pourront lui dire demain, voilà, c'est pas sur ce projet de société que nous sommes allés voter, ou si nous avons voté ce projet de société, il n'est pas en train d'être mis en œuvre correctement, ou il n'est pas entièrement en train d'être mis en œuvre. Merci Bella Kamano, Sonike Diané, Mohamed Bari. Ainsi prend fin cet autre numéro de votre émission autour de la transition, tout en rappelant, tout en nous saluant à nos téléspectateurs qui nous suivent à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Nous pensons particulièrement à M. Donzo Ismaël qui nous suit du côté de Senko et qui apprécie bien cette émission autour de la transition. Nous saluons également M. CC Raphaël qui nous écrit de Pama 1. Ça, c'est dans Zérékoré. Merci donc de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, lundi prochain au compte d'un autre numéro de votre émission autour de la transition. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis d'évaluer, donc de dérouler ces différents numéros. Il s'agit bien de Sekou Kourouma, de Fodé Kondé, de Ismaël Kamara, tout en rappelant aussi que nous avons bénéficié de l'accompagnement du côté toujours de la régie, de Mamadou Alpha Sidibé à la radio parlementaire. C'est Ibrahima Talibé Diallo qui a tenu les manettes de la console numérique. À toutes et à tous, nous vous souhaitons un excellent week-end par anticipation sur la radio du peuple. Portez-vous bien, au revoir.